Dans le temps, là, la rougeole, tous les enfants avaient ça. On s'en faisait pas. Les éclosions de rougeole touchent vraiment pas beaucoup de monde. Les stats sont vraiment exagérés. Hey, la rougeole, là, c'est comme la picote, ça donne juste des boutons. Moi, là, j'ai pas confiance au vaccin. C'est un complot de Big Pharma pour faire de l'argent. La rougeole, une maladie infectieuse grave et parfois mortelle, est aujourd'hui au cœur d'une vague de désinformation préoccupante. Certains discours minimisent sa dangerosité et exploitent les émotions pour semer la peur autour de la vaccination, pourtant reconnue pour son efficacité et sa sécurité. Ces arguments fallacieux contribuent au retour de la rougeole, une maladie qui n'a rien d'anodin sur le plan médical. Ils témoignent aussi d'une épidémie insidieuse, celle de la désinformation autour des vaccins qui se propage avec une rapidité alarmante grâce à des groupes qui y mettent beaucoup d'argent et d'énergie depuis des années, comme on l'apprendra dans cet épisode. Bonjour et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Ici Ève Baudin et je suis aujourd'hui avec mon collègue Pascal Lapointe, qui est journaliste scientifique et rédacteur en chef chez Science Presse. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, tu as reçu un prix récemment, un prestigieux prix, le prix Thérèse Patry, pour souligner ta carrière et ton apport à la culture scientifique québécoise. Félicitations. Merci. Et Pascal, tu es bien entouré. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu ce prix prestigieux avant toi. Il y a eu Charles Dissert, qui était donc animateur à la télé de l'émission Découverte. Il y a eu Boucard Diouf, vulgarisateur scientifique bien connu. Sophie Malavoie, qui était fondatrice puis ancienne directrice du Cœur des sciences. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir ce prix-là? Ben, je me suis demandé pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Quand même. C'est comme un signe que je vieillis et que quand on accorde un prix pour l'ensemble de son œuvre, c'est peut-être le moment de dire, bon, peut-être que je devrais garder la retraite maintenant. Ou non. Je pense que peut-être que ça montre bien toute la pertinence de ce que tu as fait au courant de ta carrière, puisque tu continues de faire. Est-ce que justement, ça t'encourage pas à poursuivre dans tout ce que tu fais au niveau de la vulgarisation scientifique, les actualités, mais aussi toute l'éducation aux médias et à l'information scientifique? Ben, ce qui est certain, c'est que ça fait plaisir parce que ce sont des choses que j'aime faire. Ouais. Donc, tant mieux si des gens ont jugé que j'avais une pertinence dans ce travail-là. Ben, en tout cas, moi, je peux te dire qu'à l'agence, on trouve que tu es très pertinent, puis je suis pas la seule à le dire. D'ailleurs, le prix en témoigne. Alors, tu as une longue carrière de journaliste scientifique et tu as souvent parlé de vaccins au courant de ta carrière, justement. Et il y a un article que tu as écrit au printemps 2025 qui m'a quand même surpris. C'est une actualité qui disait que dans le scénario du pire, il y a des millions de cas de rougeole qui pourraient frapper les États-Unis dans les 25 prochaines années. Là, on a dit des millions de cas. Et ça, alors qu'il s'agissait d'une maladie qui était pratiquement éliminée dans des pays riches au tournant des années 2000. C'est quand même surprenant. C'est étonnant, hein? Oui. Ça vient d'une étude qui a été publiée en avril 2025 dans le journal de l'Association médicale américaine et elle révèle un scénario qui est inquiétant pour l'avenir de la rougeole aux États-Unis et peut-être aussi chez nous. Selon leurs projections, si le taux de vaccination ne remonte pas d'au moins 5% par rapport à son niveau actuel, la rougeole risque de redevenir endémique. Ça veut dire circuler en permanence sur le territoire américain, alors qu'elle était considérée comme pratiquement éliminée. Et c'est ça qui se traduirait au bout du compte par des millions de morts dans les 25 prochaines années. Mais ça, c'est quand même une projection. Est-ce qu'il y a un scénario dont l'issue pourrait être plus positive? Alors, même dans l'hypothèse la plus optimiste, celle où les taux de vaccination cesseraient juste de diminuer, mais sans pour autant remonter, le modèle prévoit tout de même 800 000 nouveaux cas de rougeole sur les 25 prochaines années et 2 550 décès. Et cette simulation, comme tu le dis, bien qu'elle soit théorique, illustre les conséquences dramatiques que pourrait avoir la poursuite de la baisse de la couverture vaccinale qui a été observée ces dernières années dans beaucoup de pays. Oui, c'est vraiment quand même impressionnant. Et c'est peut-être un bon moment, Pascal, pour rappeler la contagiosité de ce virus. Oui, c'est important de le rappeler parce que la rougeole est une des maladies qui a le taux de contagion le plus élevé parmi toutes les maladies infectieuses connues. Une personne qui est atteinte du virus de la rougeole peut en contaminer jusqu'à 18 autres. Alors,
Alors, pour donner une base de comparaison, une personne qui a la grippe peut en moyenne en contaminer seulement 2 autres. Oui, et c'est à cause de ce taux de contagion si élevé là, qu'on dit qu'il faut que 95 % de la population soit vaccinée. Oui. Alors, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire concrètement, imaginons 100 personnes fictives. 95 sont vaccinées et 5 ne sont pas vaccinées. Si on répartit au hasard les 5 % qui ne sont pas vaccinés, et si on introduit ensuite quelque part dans cette population une personne qui arrive de l'étranger et qui est porteuse de la rougeole, avec 95 % de gens vaccinés, le risque que notre nouvelle personne contamine quelqu'un est réduit. Pas inexistant, mais réduit. Mais plus le nombre de personnes vaccinées baisse, donc si au lieu de 95 % on tombe à 92, à 90, à 85, le risque que la rougeole se répande augmente progressivement. Ce que je dis là, ça a été mesuré à travers le monde depuis des décennies. Il y a un lien statistique entre la baisse de la couverture vaccinale et la hausse du nombre de cas de rougeole. Oui, et c'est pour ça qu'on s'inquiète de la hausse du nombre de cas, parce qu'il faut se rappeler que le virus, la rougeole, c'est pas juste une éruption cutanée, là. Ça attaque le système immunitaire, ça rend les personnes infectées plus vulnérables aussi à d'autres infections. Bien, c'est important de le rappeler, la rougeole, c'est pas du tout la même chose que la picote ou varicelle qui donne des boutons. Parmi les complications possibles de la rougeole, on a une pneumonie, on a une encéphalite, qui est un gonflement du cerveau, et même une immunodépression à long terme, c'est-à-dire une destruction littéralement du système immunitaire. Et parfois, la mort. Les estimations varient entre 1 et 3 décès par 1000 cas. Le vaccin contre la rougeole sauve donc des vies parce qu'il n'y a pas de traitement connu contre la rougeole. La seule mesure préventive qu'on connaisse, c'est le vaccin. Oui, puis ça, c'est vraiment important d'insister là-dessus, là, malgré tous les messages contradictoires qu'on peut voir circuler à ce sujet-là. Là, il n'y en a pas de traitement contre la rougeole et la seule mesure préventive qu'on connaisse, c'est la vaccination. Je me permets de le répéter parce que c'est une mesure qui fonctionne très bien. Absolument. Et depuis longtemps, il y a même des statistiques assez frappantes de l'Organisation mondiale de la santé qui rappellent qu'avant la généralisation du vaccin contre la rougeole, la maladie tuait plus de 2,6 millions de personnes chaque année. Alors ça, c'était avant l'introduction de la vaccination à grande échelle en 1963. Aujourd'hui, on parle plutôt de quelques dizaines de milliers de décès par an. Pour la plupart, c'est les enfants de moins de 5 ans et en très, très, très grande majorité dans les pays en voie de développement. Dans plusieurs pays riches, au tournant des années 2000, la rougeole était considérée éliminée, ce qui veut dire que des cas survenaient ici et là, mais presque toujours causés par un voyageur qui revenait de l'étranger, et ces éclosions étaient rapidement contrôlées. Elle allait faire quelques dizaines de cas tout au plus. Donc, on retient que le virus de la rougeole est très contagieux, que la vaccination est la meilleure façon de se protéger et qu'un taux de 95 % ou plus est essentiel pour contrôler les épidémies et éviter les décès. Pascal, au Québec, la vaccination contre la rougeole est offerte aux jeunes enfants depuis les années 70. On doit avoir un bon taux de vaccination quand même. Oui, il semble qu'au Québec, on soit quand même un peu en dessous du seuil de sûreté de 95 % dont on parlait à l'instant. Selon des données du ministère de la Santé et des Services sociaux, la couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants du primaire était de 88 % en 2021-22 et on serait encore aux alentours de ça aujourd'hui, selon des chiffres non confirmés. Mais ça, c'est une mesure de l'ensemble de la population. Or, il y a des poches de la population qui sont sous-vaccinées. Selon un article du journaliste Aaron Derfel en 2024 dans le quotidien montréalais de Gazette, la couverture vaccinale dans certaines écoles montréalaises serait que de 75 %. Et si on sort du Québec, dans le sud de l'Alberta, il y a eu une grosse éclosion de rougeole qui a commencé en mars 2025. Au début de juin, avec 700 cas, ça dépassait un record vieux de 38 ans. Alors là-bas, le ministère de la Santé évaluait que le taux de vaccination, c'est les moins de 2 ans, était aussi bas que 55 %. Oui, c'est vraiment en dessous du 95. On est rendu loin. Oui. Et on connaît pire que ça. En Californie, lors d'une éclosion de rougeole en 2015, on avait d'une part appris qu'à San Francisco, le taux de vaccination était moins élevé chez les parents financièrement aisés, scolarisés, de gauche, mais surtout, on avait appris que dans le réseau des écoles Waldorf, qui sont des écoles privées à enseignement alternatif, le taux de vaccination était systématiquement inférieur à la moyenne et le record, tiens-toi bien, était détenu par une école Waldorf en banlieue de Los Angeles où le taux de vaccination était de 20 %.
Ouais. Pascal, est-ce que ces taux de vaccination aussi bas dans ces communautés reflètent, dans le fond, l'influence des réseaux de désinformation qui ciblent ces communautés via des groupes de parents, par exemple? Ça, c'est sûr. Surtout quand on observe certaines écoles à enseignement particulier, comme les écoles Waldorf, ou certaines communautés religieuses. La concentration de gens non vaccinés dans ces communautés-là n'est pas un hasard. Ces communautés sont ciblées par une désinformation qui exploite, par exemple, leur méfiance envers la médecine ou envers les gouvernements. Un exemple, au Québec, une éclosion survenue en 2015 l'avait été dans une communauté sectaire de la région de Joliette. Un autre exemple, à New York en 2018-19, quelques cas en provenance d'Europe et d'Israël se sont retrouvés dans des communautés juives orthodoxes qui ont de très faibles taux de vaccination. En un an, 650 cas ont été rapportés. Et dans une de ces communautés de New York, un seul garçon non vacciné aurait infecté à lui seul 21 autres garçons non vaccinés. Oui, quand même. Encore un exemple, au début de l'année 2025, il y a eu une grosse éclosion au Texas qui a pris naissance dans une communauté religieuse, les Ménonites. Et il faut se rappeler qu'aux États-Unis, un parent peut demander une exemption de vaccination pour son enfant en invoquant des raisons religieuses ou même des raisons dites philosophiques. Oui, et est-ce qu'on pourrait penser que les éclosions de rougeole font peur, c'est-à-dire pourraient encourager des personnes à se faire vacciner, là, celles qui sont non vaccinées, bien sûr? Là? Ouais. Alors, c'est paradoxal, mais on pourrait dire que oui, il y a un impact positif. On a eu un exemple en 2019, il y avait eu une alerte médicale à Portland, la métropole de l'État de l'Oregon. Au final, le nombre de cas a dépassé les 70, mais l'impact positif, c'est que le nombre de personnes qui ont demandé à être vaccinées a bondi de 500% en un mois. On est passé de 530 à plus de 3000. Puis on a vu aussi ce phénomène au Texas au début de 2025. Bon, dans le fond, c'est comme si les informations fiables sur les cas, les décès, la dangerosité de ce virus-là avaient provoqué une prise de conscience chez les parents. Bon, Pascal, est-ce qu'on peut présumer que les chiffres que tu viens de donner, qui sont quand même effrayants, sont conservateurs et qui sous-estiment les cas réels? Oui, on ne doit pas juste présumer, c'est sûr qu'ils le sont. Oui, parce qu'on peut imaginer que les personnes qui attrapent le virus vont pas nécessairement faire un test de dépistage ou aller à l'hôpital. Là. Et à l'évidence, dans les communautés que tu nommais tout à l'heure, où le taux de vaccination est très bas, pour des raisons religieuses ou autres, on sous-estime probablement donc la gravité des cas et le nombre de cas de rougeole. Oui, et on en a eu une quasi-preuve statistique au Texas au début de 2025. C'est lorsque, en l'espace de quelques semaines, il y a eu 2 décès de la rougeole, un enfant et un adulte. À ce moment-là, à la mi-mars, on était officiellement à 250 cas recensés. Or, on l'a dit tout à l'heure, le taux de mortalité de la rougeole est estimé à 1 cas sur 1000. Si on a 2 décès pour seulement 250 cas, c'est statistiquement anormal. Oui, ça serait plus proche du 2000 cas de rougeole là, dans ce cas-ci. Puis il y avait eu aussi à ce moment un reportage du magazine magazine médical Stat. Des médecins notaient que des enfants infectés par la rougeole arrivaient à l'hôpital extrêmement malades. Ça veut dire que certains parents résistaient à l'idée de les faire traiter jusqu'à ce que la maladie soit devenue vraiment très grave. Et d'ailleurs, dans le cas du 2e décès, un adulte, il n'était même pas allé à l'hôpital. Et là là. Donc, autrement dit, il y aurait dans l'ombre un grand nombre d'infections non déclarées. Et ça, évidemment, ça augmente les risques que le malade transmette la rougeole tant qu'il n'est pas adéquatement isolé. En Alberta aussi, au mois de mai 2025, des médecins interrogés par Radio-Canada semblaient s'entendre pour dire que pour un grand nombre de cas qui se retrouvaient à l'hôpital, il y avait plusieurs membres de la famille qui n'avaient pas été dépistés. Et ça, dans les années 2000 et 2010, aussi longtemps qu'on parlait d'éclosions qui se soldaient par quelques dizaines de cas, on pouvait se dire, bon, c'est dangereux, mais au moins, les risques de décès sont minimes, 1 sur 1000. Par exemple, au Québec, en 2015, l'éclosion dans un groupe sectaire de la région de Joliette s'était soldée par, officiellement, 135 cas. Mais on devine qu'avec tous les cas non déclarés au début de l'année en Alberta ou au Texas, on était sûrement rendu à des milliers de cas en réalité. Et bientôt, peut-être, si ce n'est pas déjà arrivé,
on va avoir des éclosions qui signifieront des dizaines de milliers de cas. Donc, inévitablement, il va y avoir des hospitalisations et des séquelles qui dureront toute la vie. Et inévitablement, il va y avoir des décès. En effet. Et le fait d'avoir autant de cas qui passent sous le radar, bien, ça laisse aussi la place, je trouve, à la désinformation parce que ça donne l'impression que le virus n'existe pas vraiment, puis il n'est pas grave. Oui, on n'a qu'à penser à toutes ces rumeurs qui circulent comme quoi, comme je le disais tantôt, la rougeole, ce serait juste comme la varicelle, une maladie qui donne des boutons, mais au final, ce serait pas grave. Alors, c'est évidemment faux. OK, donc on n'a pas vraiment une bonne idée du nombre de cas de rougeole qui circulent en ce moment parce que ce ne sont pas tous les cas qui sont rapportés aux autorités. Pascal, sachant que la maladie recommence à circuler, on pourrait penser que les gens seraient davantage tentés de se faire vacciner, mais c'est pas ce qu'on observe au niveau populationnel, comme on le disait plus tôt. Est-ce qu'on sait pourquoi les taux de vaccination baissent? Alors, il y a plusieurs raisons. Dès la fin des années 2010, il y avait des statistiques qui montraient une diminution du taux de vaccination dans beaucoup de pays riches. Et des recherches l'ont attribué à une baisse de confiance d'un segment de la population face aux médecins ou face aux vaccins ou face à la science en général. On a aussi fait allusion tout à l'heure à un autre facteur, des groupes religieux qui refusent la vaccination, mais aussi des groupes de parents qui demandent des exemptions pour des causes philosophiques. Alors ça peut devenir une porte de sortie facile pour quelqu'un qui n'oserait pas dire tout haut qu'il n'a pas confiance en la médecine ou en la science. Parce qu'en fait, c'est sûr que comme parent aux États-Unis, vous ne pouvez pas juste dire « je ne veux pas que mon enfant soit vacciné contre la rougeole parce que je ne crois pas au vaccin ». Ça ne marchera pas. Mais si vous dites « ma religion me l'interdit » ou encore « ça va à l'encontre de mes valeurs morales ou philosophiques », eh bien, certains gouvernements vont accepter de vous accorder une exemption aux États-Unis. Une des autres causes, on pourrait dire, ça a aussi été la COVID, parce que ça a entraîné des perturbations dans les vaccins qu'on offre aux enfants, là, durant une certaine période, du moins. Oui, et c'est encore plus vrai dans les pays les plus pauvres. Selon un rapport de l'UNICEF, les ressources humaines qui ont été dévolues à la lutte contre le coronavirus et les mesures de confinement ont contribué en 2020-21 au plus important recul en 30 ans des campagnes de vaccination infantile dans les pays en voie de développement. Oui, c'est quand même ça aussi impressionnant. Et puis, en arrière-plan de tout ça, on peut attribuer la baisse du taux de vaccination aux effets de la désinformation, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et ça, on peut l'observer sur Internet et sur les réseaux sociaux, cette désinformation. Oui, évidemment. Et ça avait commencé avant la COVID, comme je le disais à l'instant, et les réseaux sociaux ont sûrement contribué à nourrir la crise de confiance. Un autre facteur qu'on a du mal à mesurer, mais qu'on a observé ces dernières années, il y a beaucoup de gens qui regardent autour d'eux et qui se disent « Ah, ben cette maladie n'existe plus, pourquoi est-ce qu'on se ferait encore vacciner? » Mais il y a des racines plus anciennes encore quand on pense à la désinformation. Quand on remonte d'un siècle dans le temps, on s'aperçoit que les groupes anti-vaccins manquent beaucoup d'imagination. Leurs arguments sont tout le temps les mêmes. Okay. Dans un texte de détecteur de rumeurs, on en avait identifié 3. Premièrement, les vaccins seraient dangereux. On entendait cet argument au temps des toutes premières campagnes de vaccination contre la variole. Deuxièmement, les anti-vaccins vont faire la promotion de traitements alternatifs, souvent des traitements soi-disant naturels. Et troisièmement, ils vont évoquer un grand complot secret. Mais ce à quoi on assiste plus récemment, c'est quand même différent de ce qu'on avait il y a un siècle, à cause de cette baisse de confiance envers la médecine. Et cette baisse de confiance se transforme même, dans certains cas extrêmes, en une hostilité contre la médecine et contre la science. Et ça, c'est un phénomène propre à notre époque. Et ça vient de pair avec la montée de la désinformation, entre autres, sur les réseaux sociaux. Pendant la COVID, la désinformation autour des vaccins contre la COVID a percolé, si je peux dire, jusqu'aux gens qui avaient déjà des inquiétudes sur les vaccins en général et sur les vaccins infantiles en particulier. En effet. Alors, il ne faut jamais perdre de vue que dans les années juste avant la COVID, les groupes anti-vaccins avaient déjà été identifiés comme étant très influents sur les réseaux sociaux, beaucoup plus influents que les groupes de médecins ou de scientifiques ou de journalistes, et beaucoup mieux interconnectés. Il y avait une étude effectuée en 2019 et publiée dans la revue Nature qui estimait que 100 millions d'individus étaient interconnectés de près ou de loin avec l'une ou l'autre des pages Facebook des groupes anti-vaccins. Oh,
C'est vraiment un très, très gros mouvement. Puis quand la pandémie a commencé, les groupes anti-vaccins étaient déjà mobilisés. Là. Absolument. Ils ont même profité de l'opportunité. Ils ont été opportunistes et ça leur a rapporté des bénéfices. Par exemple, dès le printemps 2020, ils ont contribué massivement à la campagne promotionnelle pour un pseudo-documentaire appelé Plandémique, qui attribuait la pandémie à un genre de grand complot mondial des élites. Et il faut jamais perdre de vue que pour certains de ces groupes, c'est vraiment très payant. Children's Health Defense, un groupe anti-vaccin qui fait la promotion de l'idée fausse que les vaccins causeraient l'autisme, eh bien, il a vu ses revenus passer de 3 millions de dollars US en 2019, ce qui était déjà pas mal, Oui. à 6,8 millions pendant la première année de la pandémie, et ça a plus que doublé l'année suivante. Wow. Et parallèlement, cet organisme a plusieurs fois été identifié comme un des 5 plus gros super propagateurs de fausses nouvelles sur la pandémie et sur les vaccins. Alors, ce groupe anti-vaccin, le Children's Health Defense dont tu parlais, c'est le groupe fondé et dirigé par Robert F. Kennedy Jr. et c'est celui qui est devenu le ministre de la Santé de Donald Trump. Eh oui. Lors des audiences en vue de sa nomination comme ministre de la Santé en janvier 2025, Kennedy a nié être anti-vaccin. Mais on n'a pas besoin de fouiller longtemps pour trouver certaines de ses déclarations. Alors, tiens-toi bien. Il a plusieurs fois affirmé que les vaccins causent l'autisme. Mais il y a eu pire que ça. Kennedy a comparé la vaccination à l'Holocauste. Voilà. Rien de moins. Ouais. En 2013 et à nouveau en 2015, c'était pendant qu'il défendait le droit des parents en Californie à obtenir une exemption de vaccination pour des raisons religieuses. Et cette comparaison avec l'Holocauste, il l'a ressorti à propos des vaccins contre la COVID. En plus, au début de la COVID en 2020, il avait partagé sur son compte Instagram l'idée selon laquelle les vaccins seraient liés à des puces électroniques et à Bill Gates. Il a aussi dit en 2021 que les vaccins contre la COVID étaient, je cite, « le vaccin le plus mortel jamais conçu ». Et puis, il a déclaré que l'épidémie de grippe espagnole, en 1918, avait été créée par des expériences sur les vaccins. Et pourtant, les vaccins contre la grippe sont apparus seulement un quart de siècle plus tard. Alors, dans ce climat social dans lequel on se trouve, dans lequel le taux de vaccination diminue lentement, dans lequel la confiance du public diminue, bien, il y a lieu de s'inquiéter d'avoir un personnage comme lui à la tête du ministère de la Santé du pays le plus riche du monde. Oui, c'est très, très, très inquiétant, là. Et ça, comme tu le sais, en même temps que l'administration Trump annule des subventions de recherche sur la base de mots-clés qu'elle n'aime pas, comme vaccin à ARN ou changement climatique ou bien désinformation. Absolument. Et c'est certain que c'est pas un personnage comme Kennedy, là, ou l'une des personnes qui sont loyales à Trump, qui ont été nommées à d'autres postes de direction, qui vont se battre là, pour faire grimper les taux de vaccination aux États-Unis. On peut même douter que ces personnes-là investissent dans des campagnes pour promouvoir la vaccination ou tout simplement sensibiliser les parents à l'importance de la vaccination contre la rougeole, par exemple. Oui, et il ne faut pas oublier que ce qui se passe aujourd'hui avec la rougeole pourrait aussi nous arriver avec d'autres maladies qui, depuis longtemps, sont plus très présentes, comme la polio ou la rubéole, si les taux de vaccination continuaient là aussi à baisser. En résumé, on réalise que les arguments des anti-vaccins sont sensiblement les mêmes depuis une centaine d'années, mais là, la désinformation actuellement là, contre les vaccins, elle a du souffle, elle a du vent dans les voiles, elle est plus efficace que jamais. Et c'est encore pire depuis qu'on a à la tête d'un puissant gouvernement quelqu'un comme Kennedy qui fait planer des doutes et dit des mensonges sur les vaccins. J'ai l'impression, en conclusion, qu'on est dans une espèce de cercle vicieux. Les fausses croyances puis la désinformation sur les vaccins mènent à la baisse des taux de vaccination qui ouvre la porte à la hausse des éclosions. Est-ce qu'on va s'en sortir? Ce qui est certain, c'est que la rougeole et la désinformation se nourrissent mutuellement. Oui, absolument. Puis c'est très, très préoccupant parce que la discussion devient de moins en moins scientifique et de plus en plus politique. On est dans une situation où les faits scientifiques deviennent des opinions politiques. Et on en a une bonne illustration quand le gouvernement Trump coupe dans les recherches sur les vaccins ou sur le climat. Mais aussi, le simple fait que les vaccins sauvent des vies, ça devient aux États-Unis suspect aux yeux des électeurs d'un des plus grands partis politiques. Alors, quand on en arrive même plus à s'entendre sur ce qu'est un fait,
ben, c'est la démocratie qui perd de son sens. Absolument. Puis c'est pas facile dans cette situation de reconstruire la confiance envers les institutions, la science, la médecine traditionnelle, les vaccins. Alors pour ça, il faut une volonté politique. Et le moins qu'on peut se dire, c'est qu'on la sent pas chez nos voisins. Mais chez nous aussi, on est confronté à une frange de l'électorat qui souffre d'un énorme déficit de confiance. Comment est-ce qu'on reconstruit ça? Mais peut-être que, comme tu l'insinuais tout à l'heure, puis aussi, comme on le dit dans nos contenus, dans notre cours Décoder l'info scientifique, peut-être qu'on pourrait revenir aux faits, tout simplement. La rougeole, c'est un virus dangereux, puis la seule manière de se protéger, c'est le vaccin. Et il faut que 95% de la population soit vaccinée. Exact. Ça, ce sont 2 faits. Ce ne sont pas des opinions. Pour reconstruire la confiance, il faut commencer par s'entendre sur des faits. Ça serait déjà un bon début. Bon, alors, merci beaucoup, Pascal, et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Alors, si vous voulez lire les nombreux articles du détecteur de rumeurs et les actualités de Science Presse sur la vaccination, la désinformation sur les vaccins, les groupes anti-vaccins, etc., consultez les notes du balado. Je vais y mettre les hyperliens. Et puis, si vous avez aimé ce contenu, merci de partager le balado. Le détecteur de rumeurs est une production de Science Presse soutenue par le scientifique en chef et les fonds de recherche du Québec. Invité Pascal Lapointe, journaliste scientifique et rédacteur en chef de Science Presse. À la réalisation, Claudie Fortier-Saint-Pierre. Au mixage sonore, Jonathan Doyon. À la production et à l'animation, moi-même, Ève Baudin. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas de vous informer auprès de sources fiables, surtout quand il s'agit de virus et de vaccins.